Bonjour à toutes et tous, je suis Marien Gosset, délégué régional pour l'AFT Grand Est. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format d'un club prévention qu'on a l'habitude de réaliser en région. Et aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour les préventions des conduites addictives en entreprise, du transport et de la logistique. Et on va parler des enjeux notamment. Voici les intervenants. Rapidement, très très rapidement, un tour de table, puisqu'on est sur un court format. Docteur Martini, je vous laisse vous présenter. Bonjour, docteur Ray Martini, je suis médecin de santé au travail à l'SMT, donc c'est Meurthe-et-Moselle, mais également addictologue, et c'est à ce titre, à cette double casquette que j'interviens aujourd'hui dans ce webinaire. Nous avons Florence. Hung. Bonjour, je Bon, suis Florence Hung, contrôleur de sécurité à la CARSAT Nord-Est et plus spécifiquement pour le département des Vosges. Émilie. Bonjour, Émilie Boulin, responsable prévention à l'AFT. J'interviens sur toutes les questions de santé, sécurité au travail dans le transport et la logistique. Et nous avons Anthony, pour finir. Anthony Bonjour à Feuillet. tous. Anthony Feuillet, responsable des questions réglementaires et intervenant en prévention des risques professionnels à la FNTR Alsace. Donc, à l'ordre du jour, nous avons du coup ce format de 2 webinaires qui vous est proposé. Un webinaire aujourd'hui sur les enjeux et surtout comment agir hein, dans des situations où vos salariés auraient potentiellement consommé ou seraient voilà, face à des conduites addictives. Un deuxième webinaire vous sera proposé hein, le 16 janvier pour découvrir des outils qui sont spécifiques à Addicted Pro. Voilà, donc un format de 45 minutes très court, mais la suite en janvier, s'il vous plaît. Donc, nous vous proposons pour démarrer un petit quiz afin de voir dans quelle mesure cette thématique aujourd'hui vous touche. Avez-vous déjà été confronté à des conduites addictives dans votre entreprise? Le sondage s'affiche sur votre écran. Est-ce que dans une certaine mesure, vous avez déjà eu des accidents très graves hein, et mortels liés aux consommations, liés aux conduites addictives, ou avez-vous eu des incidents, mais plus ou moins fréquents? Est-ce que vous êtes comme beaucoup d'entreprises plutôt dans une posture où vous avez des suspicions, mais vous ne savez pas exactement si vos salariés ont des conduites addictives ou alors non, vous n'avez pas encore constaté de problématique, mais vous souhaitez quand même anticiper les risques. Donc vous retrouverez dans la barre de conversation hein, les résultats de l'enquête, mais merci à ceux qui ont répondu. Nous avons effectivement des personnes qui signalent avoir eu des incidents plus ou moins fréquents et d'autres qui, on le voit, sont plus effectivement dans des conditions aussi de suspicion. Et une entreprise qui nous dit non, plutôt une démarche préventive des conduites addictives. Nous avons la chance d'avoir docteur Martini aujourd'hui, qui va nous donner un petit peu le cadre aussi, hein, de ce qu'il faut, Mhm. bien appréhender, hein, sur ces thématiques-là. Très bien, merci beaucoup de me donner la parole. Alors déjà, il faut qu'on emploie le même vocabulaire et la notion de définition, la notion de poser un peu les mots, c'est important puisque vous voyez que le terme addiction, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui va modifier le fonctionnement du cerveau, c'est lié à des comportements de consommation, mais pas que, puisqu'on peut avoir une addiction avec et sans produit. Et donc, c'est vraiment la personne qui est addict, elle est au sens d'une dépendance forte. C'est un comportement qui est poursuivi malgré finalement la connaissance finalement des effets négatifs de ce comportement. On prend un produit parce que ça nous fait du bien ou parce que ça nous soulage d'une tension interne. Alors, il y a des addictions avec produits, hein, les plus connus qu'on retrouve, et plus généralement, c'est alcool, tabac et cannabis, les médicaments, les opiacés aussi, mais également des comportements comme le jeu, les jeux de hasard et d'argent ou les dépendances aux jeux vidéo, qui sont des dépendances comportementales qui impliquent les mêmes fonctionnements au niveau du cerveau, les mêmes logiques de fonctionnement du cerveau, mais qui ne sont pas liées à la prise d'un produit. Donc, addiction, conduite addictive, voilà, les mots sont posés. Alors, on entend parfois dépendance, assuétude, on est dans ces mêmes niveaux de comportement. Diapositive suivante. Alors, de quoi parle-t-on? Pareil, alors la consommation de produits, c'est un phénomène humain, universel. Toute civilisation a connu et connaît des comportements de consommation.
Donc on a ce qu'on appelle cette pyramide de Skinner qui permet de répartir finalement la population selon ses niveaux de consommation. Si on prend alcool, tabac par exemple. Vous voyez bien que le premier usage, qu'on appelle l'usage simple ou usage à faible risque, c'est une consommation qui ne va pas entraîner de dommages à court terme. C'est je prends un verre d'alcool, par exemple, le week-end, un verre, il n'y aura pas de difficulté particulière, sauf si je prends mon véhicule, où là, je suis dans une conduite à risque. Vous avez autre pyramide, l'usage nocif, où désormais on se rend compte que la consommation est responsable de dangers qui ne sont pas forcément des dangers physiques, d'accord, ou psychiatriques, mais qui peuvent être des dangers sociétaux. C'est le cas, par exemple, dans vos entreprises, un salarié qui a vu son permis retiré du fait d'une consommation d'alcool au volant ou d'une consommation de stupéfiants au volant, eh ben, ce n'est pas un dégât médical au sens physique du terme, ou mental, mais c'est un dégât social. Et la majorité des personnes qui consultent en centre de consultation sont des personnes qui viennent pour des problématiques, au départ, sociales. Hein. C'est mon conjoint, il y a des difficultés avec le conjoint, il y a des difficultés avec l'entreprise, etc. J'ai des retards fréquents. Enfin, en termes de population, vous avez la partie addiction. Ce n'est pas la majorité de la population française qui est addicte. Hein. La plupart du temps, on est dans l'usage simple, l'usage nocif, c'est la majorité des personnes qui s'y trouvent. Et l'addiction, c'est la partie où désormais vous avez une assuétude, une dépendance qui est forte. Et là, on a des complications qui sont d'ordre médical, des complications psychologiques et des complications sociales qui se rajoutent. La dimension addictologique et le produit va vraiment toucher, au comportement, va vraiment toucher la dimension physique, psychologique et sociale. Très important. Et vous avez une partie qu'on ne voit pas là, qui est des personnes qui ne consomment pas, soit de manière initiale, elles n'ont jamais consommé de produit, ou alors secondairement, parce qu'il y a un problème de santé, ou par choix, elles ne souhaitent pas consommer. Voilà, diapositive suivante. Alors là aussi, l'addiction, c'est la conjonction. On ne devient pas addict comme ça, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Déjà, ici on parle de substance psychoactive, une substance qui va interagir au niveau du cerveau. Le pouvoir addictif du produit va jouer. Le tabac est un produit qui est extrêmement addictif, va rendre addictif très rapidement les personnes. Idem pour la cocaïne, pour les amphétamines, etc. Le tabac, bien sûr. L'alcool, plus lentement, va rendre dépendant plus lentement. Le statut social aussi de ce produit. Vous avez des facteurs personnels, donc des personnes qui sont plus à risque. On a tous des événements de vie qui sont différents, avec des vies qui peuvent être très chaotiques, qui peuvent être des facteurs de risque de consommation, des comorbidités psychiatriques, etc. Et là, un petit truc sur l'âge de début de la consommation, plus tôt la consommation est prise et initiée, plus le risque de devenir dépendant est important. Enfin, des facteurs environnementaux. Et là, vous êtes concerné, et on est concerné dans le milieu professionnel, c'est les familles, c'est l'amis, naturellement, c'est le milieu scolaire ou estudiantin, et naturellement, là, le milieu professionnel peut être un facteur de protection ou favorisant de la consommation de produits psychoactifs. Diapositive suivante. Alors là, vous voyez, si on fait un focus sur le milieu professionnel, alors dans le cadre du travail, aussi nos habitudes, les pots d'entreprise par exemple, les after-work qu'on voit fleurir, comme méthode par exemple aussi de team building, les séminaires, qui sont des moments où on peut se retrouver, où on fait passer des messages, où par exemple le soir, lors du repas, il peut y avoir la consommation notamment d'alcool, les congrès, les conclusions de contrats, etc., sont autant d'occasions où l'alcool, qui est très, très présent dans nos sociétés, et notamment la société française, va agir. C'est aussi les conditions de travail de manière générale et les contraintes générées par l'activité professionnelle qui vont être un facteur de consommation. On connaît bien le facteur stress naturellement. Important de noter que dans les derniers chiffres, et la cohorte constante, on le verra tout à l'heure, le montre, les professionnels qui sont en contact avec le public sont beaucoup plus à risque de consommation de produits psychoactifs. Les horaires atypiques, bien sûr. Je prends le produit pour tenir, pour réguler mon sommeil et ma vigilance. Un stimulant pour tenir, plutôt quelque chose pour dormir, un hypnotique pour la partie sommeil. Donc on voit que les rythmes peuvent bouger. Le travail sur un poste de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a beaucoup de tension. Travail en plein air, l'exposition aux fortes chaleurs, etc. Secousses, vibrations, le port de charge. Enfin, donc, retenez les métiers physiques, tout ce qui est stress, etc. Ce sont des métiers qui sont bien à risque et contact avec le public. Quelques petits documents si vous souhaitez aborder les choses. L'INRS publie un ED 6605 et Addicted Pro aussi pour les facteurs pro de la consommation de produits psychoactifs. Diapositive suivante. Alors là, c'est important d'objectiver la prise de produits en milieu professionnel et il y a une cohorte
en France, qui n'est pas que sur l'aspect addicto ou que l'aspect professionnel, qui est beaucoup plus large, qui est une cohorte, c'est des personnes comme vous et moi qui sont suivies sur plusieurs années et on va recueillir des données. Alors, ce qu'il faut retenir sur ces slides-là, alors ils ont 3 produits là, c'est alcool, tabac, cannabis, donc tabac en premier, alcool et ensuite cannabis. En gros, la frange qui est le plus représenté en termes de consommation, c'est bien les 18-35 ans, ceux qui consomment le plus de produits, avec un tabagisme régulier. Alors, vous voyez que le tabac, c'est le produit qui est sans doute le moins genré, puisqu'il y a, un rapprochement, en fin de compte, de la consommation féminine vers une consommation masculine. On a à peu près les mêmes niveaux de consommation. Un peu différent, et vraiment différent pour tout ce qui est alcool, on verra la nuance tout à l'heure, avec un comportement de consommation plus important chez les hommes, prise de risque chez les hommes que chez les femmes. Et pour le cannabis, on est effectivement quasiment sur les mêmes dynamiques avec une surreprésentation des 18-35 ans, souvent d'ailleurs employés ouvriers. Je reviens sur le tableau du milieu. Vous voyez les femmes cadres, c'est très spécifique. C'est quelque chose qui a été repéré là en 2023 avec une forte progression des alcoolisations ponctuelles. C'est-à-dire des personnes qui vont consommer 4, 5, 6 verres en un seul événement avec une recherche d'ivresse, etc. Et on voit que les femmes cadres c'est moindre naturellement que les hommes cadres, mais ça reste une population qui émerge très spécifiquement. On est très surpris par rapport à l'ensemble de la population féminine. Donc retenez 18-35 ans, les produits les plus consommés, c'est alcool, tabac, cannabis, et qui focus sur les femmes cadres. Diapositive suivante. Si on prend les médicaments, alors autant les médicaments, je vous ai dit, c'était des 18-35 ans, autant lorsqu'on prend les médicaments anxiolytiques, donc les médicaments qui vont lutter contre l'angoisse, diazépam, bromazépam, etc., des médicaments de consommation, j'oserais dire, de consommation courante actuellement, on voit c'est l'inverse. Il y a plus de femmes qui consomment que d'hommes, et là, par exemple, on a effectivement plus des populations beaucoup plus âgées, de plus de 50 ans. Donc les produits, je rappelle, 18-35 ans, alcool, tabac, cannabis, ça ne veut pas dire que les autres classes d'âge et les autres catégories professionnelles ne sont pas à risque, mais là, un focus sur ces médicaments-là, anxiolytiques, qui eux aussi sont des perturbateurs du fonctionnement du cerveau, puisqu'ils peuvent entraîner de la somnolence, ils peuvent entraîner des dangers lorsqu'ils sont pris de manière intensive. Alors, on parle de mésusage lorsque la prescription dépasse les 12 semaines. Bon, on dépasse le chiffre-là. Là encore, on a une sous-représentation d'employés ouvriers. Alors, je ne voudrais pas qu'on stigmatise uniquement ces populations-là. Les addictions, la consommation de produits touche tous les corps de métier. Ça va du directeur de l'entreprise jusqu'à l'intérimaire qui est dans votre entreprise. Il n'y a pas. Mais dans les statistiques, c'est ce qui ressort avec une proportion toujours plus d'hommes que de femmes. Voilà, diapositive suivante. Donc, pourquoi c'est un enjeu important aussi? Parce que vous voyez que autant alcool, cannabis, on peut se dire, effectivement, vous voyez, il y a un risque de perte d'emploi qui n'est pas, finalement, lorsqu'on est dépendant à l'alcool, un risque multiplié par 2 de perte d'emploi. Et 1,5 lorsqu'on a un usage à risque, lorsqu'on dépasse finalement les seuils de risque de consommation à faible dose. Le cannabis, c'est pareil, un risque multiplié par 2 de perte, et 3 lorsqu'on a une consommation de moins une fois par mois. Donc on a vraiment, quand on prend ces 2 produits-là, c'est vraiment un facteur de désinsertion professionnelle. Et assez surprenant, le tabac. Vous me direz, mais le tabac, ça ne joue pas sur la fonction psychoactive, ça ne entraîne pas. Le tabac, c'est les maladies qu'elles vont impliquer, puisque vous allez avoir une augmentation du taux d'infarctus, une augmentation du maladie pulmonaire ou de cause respiratoire. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de prendre en compte dans vos politiques par rapport aux addictions, le tabac, l'alcool et le tabagisme, ne pas l'oublier. Surtout qu'on termine là le mois sans tabac. Alors, on a toujours des données intéressantes en termes d'accidentologie. Vous voyez, le risque d'accident de travail multiplié par 2 lorsqu'il y a une consommation chronique ou hebdomadaire d'alcool. Et vous voyez que le risque d'accident de travail grave est augmenté de 50% pour ceux qui ont des alcoolisations ponctuelles. Ce que je vous disais, c'est des consommations importantes. On pourrait parler pour certains de la notion de binge drinking. Voilà, c'est ce qui est souvent dit comme nous. Donc, en français, on parle d'alcoolisation ponctuelle importante. Voilà, donc retenez bien ces chiffres. Risque de désinsertion professionnelle entre 1,5 et 2, voire 3, et risque d'accident grave, voire mortel du travail lié à la consommation d'alcool. Merci, docteur Martini. Je me permets de faire quelques parts de mes réflexions. C'est vrai que je pense que les entreprises ici présentes pensent aussi sur les conséquences de perte d'emploi, tout ce qui est lié au permis de conduire et éventuellement, effectivement, ce côté un petit peu plus réglementaire. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un échange plus tard aussi si on en a le temps, mais on parle des médicaments. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu des éléments sur les antidouleurs. Non. Voilà. Vous avez raison, ça ne figure pas sur actuellement la cohorte Constance qui s'est intéressée aux 3 produits les plus consommés.
tabac, Oui. alcool, cannabis et aux anxiolytiques. Mais de fait, Et des vous avez raison, facteurs les facteurs de manutention les- manuelle hein, qui sont alors source de on douleur voit, hein, pour les salariés et qui alors les amènent à consommer peut-être effectivement à venir des absolument. éléments. On ne sait pas là-dessus. Absolument. Alors, on sait que l'alcool, par exemple, on sait que l'alcool ou le cannabis peut être des éléments qui sont pris pour lutter contre effectivement la douleur ou la fatigue pour tenir le coup. Et les opiacés, alors les opiacés, c'est des médicaments comme la codéine ou le Mm. tramadol, qui est actuellement d'actualité avec l'augmentation de la prescription. Ce qu'on retrouve dans la société, on va le retrouver dans le monde du travail. Le monde du travail n'est pas épargné des consommations dans la population générale. Hein. Simplement, ça pose d'autres questions qui sont le lien entre travail et consommation. Merci beaucoup. Donc face à ces consommations en entreprise, hein, Mm. c'est vrai que certaines des entreprises ici présentes ont pu avoir malheureusement peut-être des situations de crise aiguë. Alors, je vous propose un petit sondage pour voir dans quelle mesure vous avez, vous, entreprise, peut-être été concerné par ces situations. Quand on parle de crise aiguë, je pense qu'il faut vraiment aussi remettre ça face à des éléments d'objectivation, hein. On parle de propos incohérents, difficulté d'élocution, démarche titubante, somnolence, état de malaise, agressivité, désorientation, hein. C'est vraiment ce qui caractérise la crise aiguë. Et dans les mesures à prendre en œuvre, et c'est ce qu'on va vous proposer justement par la suite, hein, sur quelles sont les bonnes décisions et les bonnes actions à mettre en œuvre. Bon, je vois que certains déjà répondent j'appelle le 15. On a une réponse sur je propose effectivement qu'un membre de ma famille vienne chercher le salarié, je le garde au bureau. Majoritairement, c'est j'appelle le 15. Alors, j'aurais bien laissé un peu de suspense, mais effectivement, c'est quand même une des meilleures solutions que vous pouvez avoir pour gérer cette situation. Mais on va y revenir. Donc, Alors, globalement, docteur Martini, il y a quand même un cadre, hein. oui, il y a un cadre, le code du travail, je ne sais pas combien de pages, mais dans le code du travail, si ça vous dit ce soir, vous pouvez effectivement consulter cette fiche-là, qui est une fiche qui résume bien la notion vous avez un devoir de sécurité, effectivement, et une obligation de résultat. Et donc là, on va voir ce qui va découler de tout cela. Donc l'idée, c'est pas de vous mettre cette diapo-là et de vous dire, ben voilà, on vous laisse tranquille avec le code du travail, mais par la suite de vous offrir une aide. Et on verra que dans les diapositives suivantes, le médecin du travail a un rôle, et le service, plus généralement, le service de santé au travail et les préventeurs ont un rôle pour vous aider à construire votre politique, justement dans ces situations de crise. C'est la diapositive suivante. Alors, effectivement, déjà, je pense qu'il faut être très, très clair. Vous avez, lorsque vous communiquez avec nous, plus c'est clair, mieux c'est. Plus c'est écrit sur le papier, mieux c'est. Bien sûr, un petit coup de téléphone à votre service, bien sûr, à notre service de santé, c'est intéressant, c'est important, parce qu'on ne dit pas tout dans une feuille, mais soyez le plus factuel possible dans ce que vous nous envoyez, notamment lorsqu'il y a un trouble du comportement aigu. Alors, vous voyez bien qu'on met trouble du comportement aigu. C'est une notion importante, parce que tout n'est pas addicto. Tout n'est pas une prise d'alcool. On peut très bien avoir des intoxications au monoxyde de carbone. Alors, c'est peut-être pas le cas dans certaines de vos entreprises. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz des chaudières. Ça peut entraîner des troubles du comportement. Une hypoglycémie, ça peut entraîner des troubles du comportement. Donc, tout trouble du comportement, tout état d'agressivité n'est pas forcément lié à un état de consommation. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément lié. Donc, l'idée, c'est établissez cette liste de constats, informez votre médecin du travail. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un échange avec lui, le plus factuel possible. Informer finalement le salarié de ce qui a été fait. Alors, quand il est en situation de crise, naturellement, c'est pas là qu'il faut là. Là, vous allez le sécuriser. On va voir la procédure qui avait été proposée par Madame Moon, qui est une belle, très bonne procédure. Échanger avec le collaborateur finalement après l'incident. Remettez-lui une convocation pour le centre de travail et lui expliquer pourquoi vous l'envoyez chez le médecin du travail. Alors évitez de dire c'est pour ton attitude à la conduite, c'est pour ça, mais c'est pour voilà, tu as besoin d'être. On a remarqué que tu n'étais pas dans ton état normal la dernière fois. Moi, j'ai besoin de m'assurer dans le cadre du code du travail de ton état de santé et de savoir si c'est compatible avec le poste, si tu n'es pas malade, etc. Donc c'est dans un souci vraiment de prévention. Et nous là-dedans, on peut effectivement intervenir parce qu'on peut faire un retour d'expérience aussi. On dit voilà, votre employeur me dit ça, qu'il a un trouble du comportement, qu'il y a ça, il a relevé les faits là. Nous, ça nous permet aussi de faire un feedback là-dessus. Donc, plus vous serez précis, plus c'est écrit, parce qu'on voit des fois des trucs assez flous, il n'était pas dans son état normal. Moi, je ne sais pas ce que c'est être dans un état normal ou anormal. Donc, soyez clairs, parce que moi, et globalement, les médecins qui animent les consultations, eh ben, on va dire, voilà, il a trouvé que vous avez dormi. Il a trouvé que sur votre poste, bah, écoutez, vous étiez allongé sur le poste, que vous titubiez, que vous n'étiez pas clair. Tout ça, c'est des éléments que nous, on va pouvoir reprendre pour faire un feedback. Donc ça, c'est vraiment important. Donc la fiche de constat, c'est un outil qui est intéressant, ou alors un petit courrier au médecin traitant, au médecin du travail, pardon, pour l'informer. Diapositive suivante.
Alors, outils qui sont bien sûr en lien de téléchargement hein, gratuit sur le site Addicted Mm, Pro. mm. Les liens sont transmis dans le PowerPoint que vous aurez à la fin du webinaire. La procédure dont vous parlez, docteur Martini, Florence, on Oui, va pouvoir nous la détailler un petit peu, s'il vous plaît. oui, merci, Émilie, docteur. Donc effectivement, après avoir établi la fiche de constat, il est impératif pour l'entreprise, de tracer aussi une procédure interne de prise en charge. On va être sur la même philosophie que la prise en charge en termes de premier secours en entreprise avec les spécificités effectivement, liées, à cette problématique. Donc on insiste, sur l'observation des signes. Toute personne dans l'entreprise, on est là vraiment pour observer uniquement et retranscrire dans la fiche de constat et ensuite au secours les signes, les troubles de comportement. Vous avez une liste sur la gauche un peu détaillée d'exemples en fait de troubles anormaux du comportement. Ensuite, après l'identification, il faut regarder, il faut évaluer si la personne elle est dangereuse, agressive, ce qui peut être le cas, auquel cas il sera impératif de la retirer de son poste de travail, bien évidemment, et de la placer en lieu sûr. Elle doit en aucun cas être, seule, donc il faudra toujours qu'elle soit accompagnée ou en tout cas, sous le visu d'une personne et en première intention et vous avez, assez bien répondu au petit quiz, ça va être d'alerter au 15. La procédure, elle est somme toute assez simple, hein. On se retrouve un peu comme sur, un malaise, mais avec la spécificité d'un état d'aggravation possible. Donc on va demander l'avis médical au 15 et on va suivre les consignes qui seront données par les secours. Alors, effectivement, il peut y avoir, quelquefois une réticence ou une difficulté à faire comprendre, hein, notre message et au SAMU, mais il faudra insister, notamment pour dire qu'on est dans le cadre, de l'entreprise et que la loi ne nous permet pas de garder, cette personne-là dans, le lieu de travail. On y reviendra juste après. Donc après avoir effectivement, alerté le 15 avec l'aide pour les entreprises qui ont des SST, évidemment, les SST, font partie prenante, hein, de la procédure de prise en charge et notamment d'observation et de retranscription des signes au service de secours. Il faudra alerter l'encadrement et ensuite effectivement prévoir dans cette procédure interne de prise en charge les éléments qu'il faudra faire remonter ensuite et c'est la diapo suivante. Voilà, c'est, après, l'incident, il sera nécessaire toujours dans cette procédure interne de prise en charge, de déterminer les suites qu'il faudra donner lorsque l'on est confronté à un salarié qui a une crise aiguë. Donc ça va être les entretiens, ça va être, l'accompagnement et puis avec, en ligne de mire effectivement le maintien au maximum en poste, en travail, tout en, bah, du coup, en prenant en compte l'accompagnement, RH, nécessaire et tout ça, je reviens à ce que disait le docteur, Martinet tout à l'heure, tout ça doit être écrit parce que c'est tout ce qui est écrit est stabilisé, harmonisé et partagé. Donc voilà, juste après en diapositive, suivante, Émilie, pour revenir effectivement, sur l'interdiction de rester dans les lieux de travail. Donc le législateur mentionne, hein, spécifiquement dans l'article 4228-21, qu'il est interdit de laisser entrer ou laisser séjourner dans des lieux de travail les personnes notamment en état d'ivresse. Alors ça peut être une, difficulté par rapport à justement la prise en charge des secours. Néanmoins, le cadre, légal est très clair là-dessus et dans les lieux de travail, on vous a mis sur la partie droite ce que le législateur entendait par ça. C'est vraiment tous les lieux de travail, donc non seulement les postes de travail, mais aussi l'ensemble, de l'établissement auquel le salarié peut avoir accès. Donc pour résumer, il doit être pris en charge par, les secours extérieurs pour une prise en charge médicale. Et en aucun cas, je crois qu'il y a des personnes qui avaient répondu, hein, on accompagne, Je ou on fait propose qu'un membre de sa accompagner. famille Voilà, vienne c'est le ça. chercher ou je le garde au bureau.
Sauf alors cas très, très exceptionnel. Alors pour rappel, tous les messages que vous allez passer au 15 sont enregistrés. Alors sauf vraiment sur injonction, on va dire du SAMU, sinon on respecte la condition les instructions générales de prise en charge de premiers secours et on fait intervenir les secours extérieurs. Donc voilà. Merci Florence. Donc, on a effectivement, ces situations qui sont généralement assez claires. Après on y reviendra, mais dans quelles conditions elles peuvent se produire et est-ce que toutes les équipes présentes au moment où ça se passe sont toutes formées et prêtes à mettre en place cette bonne procédure? On a aussi, bah, toutes ces situations d'un comportement dit inhabituel, hein, avec, des symptômes ou en tout cas des signes, on va dire, plutôt, faibles. Quand on parle de, signes faibles, ça va être effectivement, des départs, des retards répétés, des absences, un désinvestissement, un changement d'état général, trouble de l'humeur, repli sur soi, non-respect des procédures, baisse de la vigilance, accident bénin, pourquoi pas, des accrochages aussi avec, le véhicule, puisqu'on a, quand même comme problématique dans les entreprises de transport tout ce qui relève des sinistres, hein, liés aux véhicules poids lourds ou autres. Bah, ça peut, dans une certaine mesure, être un indicateur. Donc, dans les, réponses que vous nous proposez, nous avons effectivement, la possibilité de proposer un entretien aux salariés, hein. Et puis, une entreprise, aussi évoque, la passation de tests. Effectivement, la passation de tests est un sujet, assez important sur lequel nous allons, pouvoir peut-être vous éclairer. Mais tout d'abord, docteur, Martini, Mm. justement, le docteur, le Alors, médecin de santé peut-il faire des tests? Alors absolument, quel est notre champ d'intervention? Alors, bien sûr, on est médecin, donc on va pouvoir porter un diagnostic médical. C'est important. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, quand vous prenez le SAMU, c'est pour ça qu'il faut être très factuel. Et votre fiche de report, elle est importante parce que vous allez pouvoir donner à la personne qui va être derrière le téléphone des éléments très précis qui vont lui permettre d'orienter au mieux. Et plus vous êtes précis, on ne vous demande pas de faire un diagnostic, c'est à eux de le faire. Plus vous êtes précis, plus vous serez en sécurité dans le cadre d'un recours éventuellement juridique. Donc, nous, on fait des investigations médicales, on peut faire des tests possibles au niveau de notre service de santé au travail, mais ces tests-là sont laissés à libre appréciation de l'équipe médicale et ne sont pas transmissibles à l'employeur. On a une aide à l'entreprise dans la mise en place de ce protocole, de cette procédure, plus qu'un protocole, de cette procédure, en accord avec le service d'accueil des urgences, puisque moi, quand je fais un protocole ou une procédure, je me rapproche du service d'accueil des urgences le plus près pour le faire valider et pour qu'on soit entre le SAMU, l'entreprise et le médecin du travail raccord là-dessus sur qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Bien sûr, lorsqu'il y a une problématique de santé et pas simplement l'addiction, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire il a une addiction chronique, je ne sais si dévoiler le secret médical, mais je dis voilà, il y a une problématique de santé, quelle qu'elle soit. Pareil, hein, le focus uniquement sur l'addiction, non. Il y a une problématique de santé, je peux proposer une incapacité temporaire sur le poste de travail et renvoyer vers le médecin traitant qui, lui, est seul, jamais même seul, de proposer des soins et de proposer une prise en charge, voire un arrêt de travail par la suite. On a aussi un rôle de conseil sur le maintien en emploi et le reclassement temporaire. Et c'est là où peut-être on a aussi à travailler sur éviter que les situations arrivent. Mais lorsque les situations sont arrivées, comment on travaille avec vous pour finalement amener le salarié ou le collectif à accueillir de bonne manière et en toute sécurité la personne qui a eu une problématique de santé de type addictologique. Et là aussi, un rôle important, c'est finalement de se dire, je ne suis pas médecin de soins, je suis médecin de prévention, mais j'ai des liens avec des structures addictologiques qui vont permettre finalement d'aider cette personne à sortir de son addiction. Par contre, ce qu'on ne réalise pas, et ça c'est marqué dans notre code de déontologie, et c'était rappelé par le Conseil national de l'ordre des médecins, on ne réalise pas à votre intention des tests de dépistage au sein de l'entreprise. C'était très clair, on n'est pas là pour faire le test de dépistage. Voilà. Mis à part, il y a des médecins de contrôle dans tout ce qui est SNCF, etc., qui les font, mais c'est des médecins de contrôle qui sont indépendants des médecins de prévention. On ne peut pas substituer là aussi au rôle de la RH ou de l'employeur sous l'aspect juridique. Vous avez, et c'est toute l'importance d'un règlement intérieur ou d'une note de service selon le nombre de salariés que vous avez, c'est toute l'importance finalement aussi d'être clair dans vos procédures, d'être clair dans votre règlement intérieur. Plus c'est clair, moins ce sera attaquable et plus ce sera lisible, même pour le médecin. Et on ne se substitue pas non plus au médecin agréé pour l'aptitude de la conduite. Alors, petite nuance, tout ce qui est conducteur poids lourd, ils ont des médecins agréés. Tout ce qui est conducteur véhicule, il y a des médecins agréés pour les véhicules légers. Par contre, tout ce qui est cariste, par exemple, tout ce qui bénéficie des CACES, effectivement,
c'est une visite d'aptitude et ça, c'est le médecin du travail qui est seul habilité à l'aptitude. Petite nuance là, mais sous le coup. Alors, quand vous avez des chauffeurs qui sont caristes, effectivement, ça peut arriver chez nous, mais nous, on est aussi en collaboration avec le médecin agréé qui, lui, est seul à même de juger de l'aptitude de la conduite. Donc aussi, message, s'il y a un problème de santé, nous, on les renvoie aussi vers le médecin agréé pour faire cette analyse-là de la situation. Diapositive suivante. Donc voilà, c'est le lien très fort qu'on doit avoir entre médecin du travail. Et c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple entre médecin du travail, médecin traitant. Je rappelle, le médecin du travail est un secret, il n'y a pas un secret partagé. C'est-à-dire que le médecin traitant et le salarié, eux, ont un secret qui est partagé, mais le médecin traitant n'est pas tenu de me transmettre des éléments médicaux. Le salarié n'est pas tenu non plus de me transmettre tous les éléments médicaux. Je n'ai pas l'ensemble de son dossier. Donc, quelquefois, effectivement, on est sous le déclaratif, sur quelques tests qu'on peut faire, l'examen clinique qu'on fait. Mais l'idée, c'est vraiment de créer le lien entre le médecin du travail et le salarié pour qu'on soit le média entre le salarié, le médecin du travail et tout autour, entre médecin du travail, médecin traitant, salarié. On a oublié, vous, l'employeur, qui est autour. Et naturellement, les structures d'addictologie avec qui on communique. Voilà. Slide suivante. Alors, l'accompagnement par les CST, bien sûr, la fiche d'entreprise, c'est le premier outil. Ça, c'est notre job. On doit aller dans votre entreprise, on doit faire une fiche d'entreprise qui résume un peu les caractères d'entreprise, y insérer là-dedans les risques que l'on peut retrouver et les moyens de prévention que vous avez mis en preuve et vous conseiller là-dessus. Ça peut vous servir aussi pour votre DUERP, qui est une obligation légale, vous le verrez par la suite. On aborde aussi les conditions de travail et les facteurs de consommation. Alors moi, j'ai toujours cette anecdote. Petite anecdote, 30 secondes. La première mesure dans les entreprises qui a été mise en place pour diminuer la consommation d'alcool, ça a été les fontaines à eau, notamment dans l'industrie lourde. C'est une mesure toute simple, c'était pour limiter contre la soif. À l'époque, il y a des vins de soif, donc on est dans ces mesures-là. Donc nous, c'est des choses qu'on peut vous amener en termes d'outils pour gérer finalement. Voilà. On peut vous donner effectivement des informations au niveau d'un CSE ou d'un CSSPT, on peut faire des actions de sensibilisation, des visites d'entreprise. Rédiger la procédure avec vous et en complémentaire, ça c'est notre rôle, mais c'est avec vous rédiger la procédure d'urgence, définir des zones de mise en repos en cas de malaise, par exemple, élaborer avec vous une trousse de pharmacie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un questionnement médical. Nous, on peut vous orienter aussi vers des services compétents si jamais on a bien sûr quelquefois nos limites. Voilà. Et puis, 3 petits points, c'est que plein de choses est encore ouvertes. Merci beaucoup, c'est très riche, c'est très concret, en tout cas ce retour. Il y a là encore différents éléments qu'on va pouvoir entamer avec Anthony pour prendre la suite sur concrètement comment on peut mettre en place ces tests que l'entreprise doit du coup mettre avec l'appui du médecin, mais ce ne sera pas le médecin qui le fera. Donc les tests de dépistage, le point juridique, avec cette question du règlement intérieur qui reste effectivement le point central, Anthony Feuillet. Je vous laisse la parole. Merci Émilie, merci docteur. Donc effectivement, alors quand on parle de dépistage que l'employeur peut réaliser en entreprise, donc c'est aussi bien pour l'alcoolémie que pour la détection de drogue. Avant de rentrer dans le cœur avec le règlement intérieur, il y a globalement 3 conditions qui doivent impérativement être remplies. J'insiste sur le fait d'être assez strict sur le respect de la procédure. C'est que déjà le test, il doit être contestable. C'est-à-dire qu'il doit être réalisé en présence d'un tiers. Il faut faire attention aussi aux restrictions par rapport au principe de droit et liberté des salariés, j'en parlerai juste après, avec un cadre strictement défini via le règlement intérieur ou la note de service si vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'avoir un règlement intérieur. Alors, sur la diapositive suivante, donc là, au niveau du formalisme, alors on ne peut pas faire un test d'alcoolémie ou drogue si on n'a pas si c'est pas formalisé dans le cadre d'une procédure. Alors pour les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'avoir un règlement intérieur, donc c'est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés, le règlement intérieur doit être le plus précis possible au niveau des conditions de réalisation. Donc, on doit avoir les modalités de réalisation du test qui sont inscrites, les conditions de déclenchement, c'est-à-dire dans quel cadre vous décidez de réaliser les tests, l'histoire de la contestation, le fait qu'il puisse être contestable, qu'on puisse en refaire un aussi, notamment pour le valider ou l'invalidité.
le respect de la confidentialité, de la discrétion et l'échelle de sanctions en cas de test positif ou en cas de refus de test par un salarié, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on a régulièrement. Comment on fait si un salarié ne veut pas souffler? Peut ne pas vouloir souffler, mais dans ce cas-là, effectivement, il y a des procédures disciplinaires qui peuvent être mises en place par l'employeur à condition qu'elles soient définies dans votre règlement intérieur. Si vous n'avez pas de règlement intérieur parce que vous n'êtes pas soumis à cette obligation, il faudra alors absolument avoir une note de service qui précise exactement les mêmes éléments au niveau de son contenu, en perdant pas toujours un des principes fondamentaux qui touche aux libertés individuelles et collectives des salariés définis par le Code du travail. Le test, oui, mais il doit être proportionné au but recherché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas d'un coup décider de faire des tests pour n'importe quel salarié. Ça sous-entend, ça traduit le fait que ces tests doivent être réservés à des salariés qui effectuent des activités dites hypersensibles pour lesquelles il est largement justifié à un moment donné de vouloir contrôler voilà, la prise ou non d'alcool ou de drogue. Donc par exemple, ça va concerner évidemment un conducteur routier en poids lourd, ça peut concerner le personnel d'atelier qui est amené à manipuler des produits dangereux, à utiliser certaines machines, les caristes également, qui ont une autorisation de conduite. Voilà. Donc ce cadre a bien respecté, en perdant pas de vue cette notion de liberté individuelle. Effectivement, l'idée du règlement intérieur, c'est que pour qu'il soit juridiquement valable et opposable aux salariés, évidemment, les formalités relatives à la procédure de publicité doivent être respectées et j'attire votre attention notamment sur certaines jurisprudences, hein, donc notamment en cas de contentieux prud'homo, où effectivement des entreprises avaient été sanctionnées parce que justement elles avaient utilisé l'argument du test pour licencier un salarié, alors que par exemple le règlement intérieur n'était pas valable juridiquement puisqu'il n'avait jamais été affiché ou que jamais envoyé à l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de publicité. Donc il faut vraiment faire attention à ça pour que ce soit des vrais outils et qu'ils aient une vraie validité juridique de bien respecter la procédure de publicité. Alors, sur la diapositive suivante, alors, au niveau de la rédaction des clauses, il faut être assez attentif. En fonction de ce que vous voulez faire ou ne pas faire, ne pas parfois être trop limitatif au niveau des critères. Je vous disais tout à l'heure que dans votre règlement intérieur ou dans vos notes de service, il faut définir les conditions dans lesquelles vous déclenchez le test. Alors, il y a des règlements intérieurs, et là, encore une fois, l'idée, c'est pas de vous citer toutes les jurisprudences, mais il y en a eu qui ont invalidé certaines procédures parce que, justement, la procédure était trop limitative. Alors, je vous ai mis un exemple de clause limitative. Ici, on a un cas où la direction peut demander aux conducteurs de véhicules de soumettre à un test d'alcoolémie si leur état présente un danger pour leur propre sécurité, pour celle de leurs collègues. Dans ce cas-là, l'entreprise avait décidé de faire des contrôles aléatoires. Ça a été retoqué puisque, évidemment, cette clause-là était limitée à la condition d'un état qui présentait un danger. Et en l'occurrence, ça exclut le test aléatoire pour lequel les conducteurs n'avaient pas a priori d'état qui justifiait le recours à un test. Donc si on veut aller plus loin et étendre à une autre condition, c'est-à-dire le fait de pouvoir vouloir réaliser des tests aléatoires, on peut, à condition d'être très strict dans la procédure, en rajoutant par ailleurs, il pourrait être procédé à des tests aléatoires sur les salariés afin d'établir l'incidence d'une consommation d'alcool ou de drogue sur l'aptitude à effectuer une tâche, par exemple. Mais encore une fois, il faut être très très clair sur les conditions de réalisation, sur la procédure et surtout suivre strictement ce qui est écrit et ne pas diverger par rapport à ce qu'on a écrit dans le règlement intérieur ou dans la note de service. Voilà, j'en ai fini pour ma Ouais. partie. Merci beaucoup, Anthony. C'est vraiment très intéressant et je pense que, il y a effectivement beaucoup de vigilance à avoir hein, sur le cadre hein, réglementaire dans lequel vont se mettre en place ces tests. J'invite Dr Martini à nous éclairer justement sur les tests de Oui, dépistage parce qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui hein, sur le CBD. Alors, c'est oui, un petit cas absolument. particulier. Ok, le CBD, donc c'est le cannabidiol. Donc
c'est effectivement un produit qui n'est pas illicite, il n'est pas inscrit sur le registre des produits stupéfiants, donc on peut effectivement l'avoir en vente libre, pas en vente aux mineurs bien évidemment. C'est un produit qui n'a pas de potentiel addictogène pour l'instant avéré, hein, selon les études qu'on a actuellement au niveau médico-médical. Néanmoins, on doit être prudent quand même sur le CBD, puisqu'on considère que en cas de consommation de CBD, il faut essayer d'éviter de conduire de manière précoce après la consommation, parce qu'il peut y avoir néanmoins des éléments relaxants, donc un peu de vigilance là-dessus à avoir. Et bon, on en trouve sous toute forme, hein. Ça peut être sous forme de liquide, ça peut être sous forme de sucette, ça peut être sous forme de gâteau, de poudre à préparer, tout ce qu'on veut, le CBD. Alors le CBD, en fin de compte, c'est quoi? C'est issu d'une plante qu'on appelle le cannabis. Simplement, c'est du cannabis qui a un taux de THC. Le THC, c'est le produit psychoactif qui va agir au niveau du cerveau. C'est différent du CBD. Vous savez, dans un plant de cannabis, c'est du chanvre, ça permet de faire des cordages, par exemple, lorsqu'on avait une marine à voile puissante. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut sélectionner différentes variétés de plantes. Et dans ces variétés de plantes, on peut sélectionner des plantes qui ont finalement peu de THC, mais beaucoup de CBD. Donc la loi considère, c'est agricole, hein, c'est pas du tout médical, mais c'est agricole. Le taux de THC pour être considéré comme étant du CBD doit être inférieur à 0,3%. Donc, dans une préparation de CBD, vous pouvez avoir du THC. Alors, dans vos tests que vous allez bien pouvoir faire un test, vous allez pouvoir détecter effectivement du THC, mais pas le CBD, c'est du THC que vous détectez. Donc, ça change rien. Que ce soit du THC qui soit issu d'une consommation de cannabis trouvé dans la rue, par exemple, de la cannabis, hein, de marijuana, d'herbe, de résine, ce qu'on veut, ou du CBD, vous êtes positif au regard de la loi au THC. Donc attention aux personnes qui vont consommer effectivement du CBD. Si elles consomment à forte dose, on peut trouver des traces effectivement dans les tests salivaires de détection de THC. Et c'est toute l'ambiguïté sur la notion de CBD, il n'y a aucun risque, etc. Soyons vigilants là-dessus, informons les salariés là-dessus. Le CBD est détectable via le THC qu'il contient. D'accord? Voilà. Donc attention aux gros fumeurs de THC. De CBD Et, aussi. CBD, pardon. Oh là là. De CBD. C'est midi, Mais l'hypoglycémie. Vous voyez? tout à fait. Nous avons donc une fiche très complète, hein, là encore, sur le site Addicted Pro pour retrouver toutes ces informations. Dans une Ah, certaine conclusion, hein, finalement, oui. toutes ces conditions de réalisation. Oui, alors là aussi, c'est très. Les tests, c'est pas l'alpha et l'oméga. Aussi, en médecine, quand on cherche, on trouve toujours, mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait des résultats de ce test. Et donc, d'où l'idée, et je crois que c'est très important, a été rappelé, la notion effectivement de règlement intérieur, de tout préciser, d'anticiper au maximum les situations avec vos CSE, etc. Donc, vérifiez les tests. Vos tests, c'est des éléments biologiques. Le stockage, certains stocks, c'est entre 20 et 25 degrés. Si c'est trop froid, le test risque d'être complètement faux. Si c'est trop chaud, le risque d'être complètement faux. Les conditions de mise en œuvre du test, qui le fait, à quel moment, est-ce qu'ils ont été formés, comment ils lisent un test, parce qu'il peut y avoir des fois, vous savez, c'est deux petites barrettes d'une couleur un peu spécieuse, on ne sait pas trop, on laisse traîner une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, si le test est positif, ça n'a plus de valeur, par exemple. Donc il faut que le test soit fait rapidement, qu'on ait une interprétation rapide. Moi, j'ai vu des fois des entreprises qui disent, on l'a laissé le test, il n'était pas positif, et au bout d'une heure, il est devenu positif. Aucun intérêt, c'est complètement faux, c'est complètement attaquable, hein, et ça n'a aucune valeur. Okay, naturellement, le respect et la dignité des salariés, trop souvent, c'est fait devant tout le monde. Ah bah dis donc, t'as pris des opiacés, parce que les tests, ça peut être simplement de la codéine qu'on va dépister. La codéine va être dépistée comme un opiacé. Et donc là, soyons vigilants de respecter aussi cette dignité du salarié. On met un peu à part, il a le droit d'avoir quelqu'un avec lui et on explique les choses. Et attention au risque de faux positifs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont rien consommé, mais qui vont être positifs. Alors, ils vont tout de suite être. Alors, d'où l'idée de la contre-expertise qui est extrêmement importante dans un laboratoire. C'est important parce que ça permet effectivement de lever ça. Mais également des faux négatifs, puisque en médecine, un test, il y a une sensibilité, une spécificité. On risque de ne pas tout détecter, ou détecter trop, ou pas assez. Donc, il faut bien regarder quand vous achetez des tests, modalité de conservation, comment le mettre en place et comment l'interpréter. Et surtout, on est souvent appelé comme un peu les pompiers parce que justement, il y a un feu. Le feu, c'est la personne qui a un trouble du comportement, c'est la personne qui a dit. L'idée, c'est de prévenir tout ça. Et le test, finalement, pour vous, c'est le dernier recours avant cette politique de prévention que vous découvrirez lors du prochain webinaire. Et on vous attend nombreux le 16 janvier. Merci, docteur Martini, pour cette conclusion. Là encore, effectivement, beaucoup d'éléments importants à vous proposer sur le webinaire de janvier avec la participation, effectivement,
d'Addicted Pro, des outils qu'on a commencé à vous présenter, mais qui vont être bien étayés sur la structuration de la démarche, voilà, l'engagement de la direction, la formation des salariés, la mise en œuvre d'un vrai plan d'action, de prévention. Donc, on vous retrouve, on l'espère, en janvier pour cette deuxième partie de webinaire. Merci à vous. Très bonne journée.